L'acte d'échange entre le roi de France et le comte d'Uzès stipule que les 2/3 des revenus du péage devront être utilisés à l'entretien de l'édifice. Les ponts étaient rares à cette époque, leur coût colossal, leur durée de vie souvent courte. Le roi de France, Philippe le Bel, en incluant cette clause dans ce contrat de 1290, s'assurait la pérennité de l'édifice. En pratique, le pont du Gard a été continuellement restauré et entretenu. Ce n'est pas le seul des édifices à avoir été ainsi l'objet de ce que nous pourrions appeler une construction ou une reconstruction continue. C'est le cas du Palais des Papes, par exemple, qui a fait l'objet de rénovations, d'abandons, de reprises, jusqu'à ce que Viollet-le-Duc lui donne son aspect actuel. Le pont du Gard a donc été remodelé par les hommes. On pourrait faire comme tous ceux qui ont parlé du pont du Gard et écarter du revers de la main le petit entretien qui ne modifiait en rien l'aspect général de l'édifice pour se concentrer sur ce qui frappe le spectateur, sa pérennité au travers des âges. Le pont du Gard aura bientôt 2000 ans. Ce travail de fourmi multiséculaire est celui à qui nous devons l'état de conservation exceptionnel du pont du Gard. Aujourd'hui encore, des travailleurs anonymes travaillent à sa survie, car les rochers sur lesquels repose l'essentiel de la charge, ceux sur lesquels sont posées les piles de l'arche centrale, sont fragilisés par l'écoulement des eaux et les turbulences naturelles. Le flux continuel des eaux du Gardon ronge le rocher à la base. Des plongeurs travaillent régulièrement ici pour vérifier l'état du rocher et décider d'éventuelles interventions. Les anonymes d'hier, ces compagnons qui ont, génération après génération, fait le tour de France pour voir les plus belles œuvres de l'architecture des temps passés, ont tous contribué à faire du pont du Gard ce qu'il est aujourd'hui. Mais anonymes, c'est beaucoup dire, car ils sont un certain nombre à avoir laissé leur nom sur le pont du Gard. Ils sont plus nombreux encore à l'avoir fait sur le pont Pitot, qui a été accolé au milieu du XVIIIe siècle pour doper la circulation via le pont du Gard. La litanie des noms, ces signatures éternelles, ce sont les traces volontaires des hommes qui ont bâti le pont du Gard. Car il faut bien dire les choses comme elles sont, le pont du Gard n'est pas l'œuvre des seuls Romains ou des Gallo-Romains. Il est au moins autant le fruit du travail des hommes qui ont contribué à son entretien, qui ont remplacé les pierres grignotées par le Mistral et le vent du Sud, l'or et le marin, pour parler comme les anciens. On voit encore des blocs ici ou là qui feront bientôt l'objet d'une rénovation ou d'un remplacement qui, c'est la politique de conservation actuelle, intervient toujours en dernier ressort. Le spécialiste, le conservateur, va dans un premier temps s'intéresser à l'analyse pétrographique et pétrophysique de la pierre. Il va chercher à identifier le type de roche qui compose le bloc défaillant, puis sa composition minéralogique, sa résistance à la compression, aux diverses érosions. Il cherche ensuite à localiser les carrières d'où il fut extrait. Sa première tâche, identifier comme un médecin les maux de la pierre, pour ne pas se contenter de soigner le mal, mais d'en trouver l'origine. Il faut changer le bloc. Il en fera tailler un nouveau, aux mêmes dimensions, dans la carrière originelle. Le pont du Gard a donc subsisté parce qu'il a fait l'objet de soins constants et experts pour qu'il puisse continuer à rendre les services qu'on a attendus de lui en fonction des périodes. De pont routier, qui lui valut son nom, il est devenu un élément culturel majeur du Languedoc, de la France et du monde. Haut de près de 50 mètres, long de 360 mètres si l'on ajoute les 12 arches disparues de la rive gauche, le pont du Gard est un édifice majestueux qui n'est qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, l'aqueduc de Nîmes.